Alors moi, je voulais que tu nous expliques un petit peu tes débuts. Qui était Keïcha, c'est-à-dire depuis ta naissance jusqu'à ton adolescence, quelle a été un petit peu ta vie, dans quel cadre de vie tu as grandi, tes parents, ta famille, enfin, qui étais-tu à cette époque-là? Alors, je suis né il y a 47 ans à Kinshasa, au Mmh. Zaïre à l'époque. Mmh. C'était le Zaïre. Donc, les boucles d'oreilles étaient vertes à l'époque. Oui, c'était pas la même couleur, c'est vrai. Ça, c'était vert avec la flamme. Ouais. Et en fait, bah, je suis. Mon père est un politicien très connu au Congo. Merci, Sinsé. Ce n'est pas ma faute, c'est grâce à ma maman. C'est son ADN qui coule dans mes veines. Et ma mère, ex-mannequin, femme d'affaires. Et donc, je vis à Kinshasa jusqu'à l'âge de 7 ans. Et ensuite, pour son travail de diplomate, mon père s'installe à Paris en Mmh. 1981 ou 80. Donc, c'est là que je découvre la France, le froid, les nuages qui sortent de la bouche quand tu parles. Donc, bah là, j'ai vécu. Donc, Et tu as vécu où? on- Vous viviez où exactement? Dans quelle ville? à Paris. À Paris même? OK. On habitait à Paris, dans le prestigieux 16e arrondissement. Et Le 16e? donc, Eh, toi, tu es bien né, toi, hein? C'est bien cuillère, ça, cuillère en bravo. or dans la bouche et tout. C'est clair. Et, et donc, on est passé de l'école au Congo à l'école en France. Mmh. Donc, école catholique, euh, mixte que jusqu'en sixième, je crois. Et, euh, et une jeunesse vraiment bah, très chanceuse, très. Voilà, ce qui n'est malheureusement pas la vie de tous les Africains. Mmh. Et qui a d'ailleurs. Qui m'a d'ailleurs suivi pendant toute ma vie, c'est-à-dire que ça a créé finalement le complexe inverse. On parle jamais de ça quand on fait des débats, etc. On parle toujours les pauvres qui n'ont pas. Mais en fait, ceux qui ont d'autres problèmes, puisqu'ils sont détestés par ceux qui n'ont pas, et Ouais. tu n'as rien demandé, en fait. Donc, mais en fait, tant que tu es dans le cocon familial, tu t'en rends pas compte. C'est quand je découvre le rap, peut-être vers. En fait, on allait souvent aux États-Unis en vacances, ou à Kinshasa, ou à Bruxelles. Et c'est quand je découvre le rap avec ma grande sœur et qu'on veut vraiment faire du rap. Donc moi, je commence par la danse, après je commence à faire des instrus. Donc je pense que j'ai commencé à faire des instrus vers l'âge de 11-12 ans. La danse, je sais pas, vers 14-15 ans. Et puis après, le rap, donc le truc normal. Et c'est quand les gens venaient chez moi Mmh. qu'ils me faisaient me sentir différent d'eux, en fait. Et c'est Mmh. là que j'ai commencé à, pendant très longtemps, entraîner une espèce de honte de pas venir de la rue, entre guillemets. Et comme beaucoup, j'avais pas vraiment, j'avais pas de concept sur. Moi, j'avais vécu en Côte d'Ivoire, j'avais vécu au Congo, en suivant les parents. J'étais déjà allé en Chine, j'étais allé aux États-Unis, j'avais déjà fait le tour du monde au moins une fois, mais parce que je suivais mes parents dans leur voyage. Et mais c'est quand j'ai commencé à aller dans les concerts de rap que les gens commençaient à me dire ah, mais toi, t'es un gosse de riche. Et, et j'ai. Mais vraiment, à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi. Enfin, qu'est-ce que j'avais fait aux gens. Et Mmh. puis aussi, quand je faisais des concerts, pour une raison que je ne peux pas expliquer, parce que vraiment, je n'étais pas habillé différent des autres, quoique si, bah oui, quand mon père allait parler aux Nations Unies et qu'il nous disait qu'est-ce que je peux vous ramener, on lui disait ah, ramène-nous des starters, ramène-nous des. C'était des manteaux et des vêtements qui étaient vendus au magasin Mmh. Ticarette à Paris. Mais à Paris, ça valait 200, 300 euros. Enfin, euros, à l'époque, c'était en Ouais. francs. Ouais. Mais là-bas aux États-Unis, ça valait 10 dollars. Donc,
notre père nous en rapportait, je sais pas, moi, je lui disais, je veux un blouson qui vaut 200 euros ici. Là-bas, ça valait 10 euros. Ben, il en achetait 10. Il s'en foutait, lui. Et donc, à chaque fois que je faisais des concerts, j'étais toujours super bien habillé. J'avais toujours des starters différents, de plus en plus machin. Et les gens, alors, très intéressant, chaque fois que je faisais des concerts, comme je t'ai dit, en fait, mon tout premier concert, c'était à l'âge de 18 ans. J'étais en Belgique, j'étais à Bruxelles. D'ailleurs, je sais j'ai deux cousines qui sont en train de regarder, je vous embrasse. Et les, j'ai un de mes cousins, Yalé, et Olivier, qui me disent que non, nous, on va faire un concours de beauté, Monsieur Écume des Nuits à Bruxelles, machin, on est en 92, machin, nous, on va s'inscrire au truc, donc on doit aller dans la galerie Louise, aller chez Olivier Strélis, s'acheter des costards, s'acheter des chemises, nanana. Moi, à cette époque-là, c'était hip-hop à fond, c'était Mhm. t-shirt, basket, jean large. Et, et je les regardais, je faisais, mais regardez-moi ces deux cons qui font des concours de beauté, n'importe quoi. Et mes cousins étaient là, non, là, tu vois, c'est moi le gars le plus beau de Bruxelles. Et moi, j'étais là, je les regardais, je faisais, pff. Et quand ils sont allés rencontrer l'organisatrice du concert, je les ai accompagnés et l'organisatrice leur dit, mais votre cousin, mais il est mignon. Pourquoi vous l'inscrivez pas au concours? Ah non, mais lui c'est un vacancier. Voilà, tu vois. Et finalement, ils m'inscrivent en cachette dans le truc. Et donc, eux viennent habillés en costard. Moi, je viens habillé en jean, t-shirt, basket, l'écume des nuits. Et Mhm. donc, tous les gars commencent à faire leur défilé, donc tout normal. Et puis, donc, on me dit que c'est mon tour de passer. Je continue à dire que je veux pas y aller. Bon, finalement, j'y vais à reculons. Et puis, je rentre sur la scène, toutes les filles commencent à crier. Et, je sais pas si c'est parce que j'étais pas de Bruxelles, tu vois. Mhm. J'étais pas un Bruxellois. Enfin, on habitait à Waterloo, on venait là les week-ends et puis pendant les grandes vacances. Et les mecs, enfin, toutes les nanas dans l'équipe des nuits commencent à crier. Ah, ça. Monsieur Écume des Nuits, Monsieur Écume des Nuits 1992, Mhm. on dit ah ben c'est Keisha. Ah, toutes les filles crient et le DJ Cool JP qui savait que je rappais un peu, tu vois. Euh, il met un instru de Naughty by Nature au pipi et il dit non seulement il est mignon, mais en plus il rappe bien. Et puis il me donne le micro et pas le choix, je commence à rapper. Et là, d'un seul coup, tout le monde commence à crier, tout le monde commence à Mhm. kiffer. Et à partir de là, je n'ai plus jamais arrêté de chanter. Tous les week-ends, Avant ça, tu chantais chez oui. toi, en secret, comme ça et tout? J'ai Tes parents commencé, en savaient que tu fait, chantais? Ta à famille, l'âge ils de... savaient ou non? Alors, Ou juste bah, non, toi comme ça, quoi? c'est là que c'est très intéressant. C'est que Ouais. euh, moi, à l'âge de 7 ans, donc on était à Paris, on mangeait au drugstore des Champs-Élysées, et j'avais vu un petit synthétiseur de cette taille-là, avec juste une octave. Et ma mère me l'avait acheté. Ma mère était fan de musique. Et donc, j'ai commencé à faire des mélodies. J'essayais de refaire les génériques des séries comme L'homme qui valait 3 milliards, Supercopter, tous ces trucs-là. Et en fait, c'est tout ce que je faisais. Et j'étais obsédé par ça. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à faire du son. Mais à la base, j'étais tellement timide que je voulais absolument pas euh, ouais, faire des concerts ou me mettre devant les gens. Moi, je me voyais comme un gars de l'ombre, en fait. Je voulais faire des instrus pour les gens, peut-être être Mhm. producteur un jour. Mais quand on a commencé à déclarer nos passions vers l'âge de 14 ans, là, maintenant, j'avais des synthés. À chaque fois qu'on me disait qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, je donnais des noms de synthés. Les parents ne comprenaient rien, mais ils achetaient. Euh, je me suis bah, à un moment, ouais, j'ai commencé à dire, ouais, moi, dans le futur, j'ai envie de chanter. Mon père, il est au gouvernement. Mais c'est ça, je dis, ton père, il a une profession Hé, très hé, sérieuse. hé, hé.
chanteur, c'est pas vraiment un truc Il très a dit, tranquille, quoi. Pour toi la qui es pas musique en c'est un studio, tu fais hobby. pas ça, hein. Oui, Ouais, voilà. la musique c'est un hobby. Il n'est pas question que vous chantiez. C'est quoi ces Oui. histoires? On n'a pas. Moi, je suis pas sorti. Alors, voilà, voilà le cheminement du père africain. Le père africain quand il est né orphelin et qu'il était pieds nus au bord du fleuve à Mbandaka et qu'il n'avait rien et Mhm. qui a petit à petit gravé les échelons Mhm. du monde, Le chef social, quoi. écrit Mhm. des livres, la solidarité politique, etc., et qui arrive à un certain point, son obsession, c'est que ses enfants ne manquent de rien. C'est Mhm. vraiment ça son obsession. Je veux que mes enfants ne manquent de rien. Et je vais, avec l'argent que j'ai maintenant, je vais... Elle est conquise depuis 20 ans. Donc, j'ai... Avec... Ça fait 25 ans que je suis conquise, hein, vous inquiétez pas. Et donc, lui, son obsession, c'était... Enfin, son point de vue, c'est... Je vais pas arriver jusqu'à tout ça, les mettre dans les meilleures écoles maintenant qu'ils ont l'enfance que je n'ai pas eue, pour qu'ils fassent de la musique, en fait. Ouais, je comprends. Donc, et c'est ça qui est très intéressant pour moi aujourd'hui, c'est que tous les rappeurs que je côtoyais à l'époque, qui me disaient, ouais, mais toi, tu mérites pas comme nous, parce que t'as pas souffert dans ton enfance, etc., et tu viens pas du ghetto, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est tous des superstars. Et je leur dis, bah alors, et vos enfants, maintenant, vous les mettez donc dans les bonnes écoles, vous les mettez dans les machins. Bah Donc, oui. finalement, une génération plus tard, qu'est-ce qu'on dit, en fait? Vous comprenez mon point de vue par rapport à vos enfants? Et ils font, C'est ouais, vrai, ouais, maintenant, on comprend. c'est vrai. Mais à l'époque, effectivement, non, non, c'était, il n'en est pas question, tu vas pas chanter. Et moi, j'ai vraiment été élevé, bah, voilà, hein, à la congolaise, où le respect des parents et le respect des directives qui sont données par les parents Mhm. sont plus fortes que tes propres envies. Donc, bah, écoute, hein, tu pleurais devant le miroir et tu disais, bon, bah, ouais, je vais chanter dans mon coin, quoi. Et en fait, on faisait quand même des concerts, mais effectivement, j'allais à l'école, j'étais à l'école active bilingue, j'ai eu mon bac à 17 ans. Ma mère m'a mis ensuite à la Sorbonne, en économie et gestion d'entreprise. Donc, bon, écoute, allons-y, hein, on va faire du... Ah, mais voilà, moi c'est je dingue, travaillais. t'as pas du tout le parcours classique, quoi. Les mecs dans Ah, le pas du ghetto, tout. machin. Pas du Toi, tout. bac à 17 ans, déjà, bac en avance, ben, et voilà, tout le monde n'a Ouais, pas son bac à je 17 ans, suis arrivé Sorbonne, études, waouh. Et quand je suis arrivé donc à la Sorbonne, euh, il y a il y a un gars qui est venu me voir, qui était aussi à l'école, et qui m'a dit, écoute, je travaille pour David Guetta. Et j'ai dit, Mmh. oui, c'est qui? Et il m'a dit, mais tu connais pas David Guetta? Tu connais les Bains-Douches? Je fais, oui, si, je connais les Mhm. Bains-Douches. C'est une boîte de nuit, c'est connu, c'est super dur de rentrer. Eh ben, moi, je fais des soirées là-bas. Et comme toi, t'as l'air d'être cool, j'aime bien comment tu t'habilles, je vais te donner les invitations que tu distribueras à la fac. Et c'est comme ça que, à l'âge de 18 ans, je commence à distribuer les invitations. Je suis la personne chez qui tu viens à la Sorbonne quand tu veux aller au bain-douche. C'est moi qui avais les... Il me donnait à peu près... il me donnait... Combien? Euh, une centaine d'invitations toutes les semaines pour voilà, les gens qui pouvaient avoir une invitation pour aller dans les soirées. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître du monde. Et puis comme je distribuais les flyers, ben, j'avais le droit de rentrer. Donc, Mhm. j'ai commencé à rencontrer des stars. J'ai commencé à me faire draguer par des artistes connus de l'époque. Enfin, ça m'est arrivé toute ma vie. Euh, et, et puis, en fait, on a continué à faire du rap, du rap, du rap. J'ai commencé à faire des concerts. Après, donc, après l'écume des nuits, j'ai fait un concert en Hollande. Puis ensuite, j'ai fait un concert en Allemagne. Et en fait, j'avais très peur de chanter à Paris parce que j'avais Mhm. l'impression qu'à Paris, on n'aimait pas les gens qui... En plus, en fait, euh, comme j'étais dans une école où on apprenait en anglais et en français,
et que je Mhm. parlais donc déjà français, lingala et anglais, et aussi espagnol, moi, en fait, rapper en anglais, c'était pas quelque chose de bizarre, en fait. C'était pour moi, oui, je rappe en anglais parce que j'écoute du rap, j'écoute Public Enemy, j'écoute Beastie Boys, j'écoute Rakim, donc je vais rapper dans la langue où j'écoute le rap. Et je commence à. Donc je faisais mes raps, mais j'entendais parler d'un rappeur qui s'appelait East et qui lui, les gens ne l'aimaient pas parce qu'il rappait en anglais. Et les gens disaient, ouais, mais ouais, pour qui vous prenez, vous les rappez en anglais, ici c'est la France. Bon, Mhm. l'esprit parisien, quoi. Et donc pour ça, on n'osait pas aller rapper en France. Mais après avoir donc eu mon titre de Monsieur Écume des Nuits 1992 et d'avoir rappé un peu partout, j'ai eu le courage. Et donc, il y avait à Mérite Clichy, il y avait une salle qui s'appelait la salle Heidenheim. Et Cut Killer faisait des soirées tous les dimanches avec DJ Noise. Et il y avait un concours de rap tous les dimanches. Et moi et ma sœur, on est partis là-bas et on a commencé à rapper là-bas tout le temps. Et de là, en fait, et comme à chaque fois que je rappais, c'était le seul moment de la soirée où toutes les filles venaient devant, Mhm. c'était soit les mecs, ils étaient fâchés, ou certains se disaient, ce gars est intéressant, avec ce gars, je pourrais peut-être... tiens, il faut que je l'invite à ma soirée. Et donc, j'ai commencé à être invité dans les soirées de Lams Productions, les soirées des gens qui faisaient des soirées au Chapelet. Et donc, on a commencé à aller en banlieue. Mhm. On allait à Sarcelles, on allait aux quatre coins de Paris pour, pour aller rapper. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, ma mère nous regardait et disait, voilà, on les ramène d'Afrique, on les met dans des grandes universités, on leur donne tout, ils ont de l'argent, ils ont des domestiques, ils font même pas la vaisselle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Sarcelles, Voilà, ils vont, ils vont dans le ghetto. c'est ça. Mais nous, c'était notre passion, en fait. Nous, vraiment, chanter, c'était tout pour nous. Donc, c'est là qu'à C'est pas 18 que ans, ça se passe. Ouais. j'ai rencontré les Organize, qui avaient 16 ans à l'époque, à Châtelet, puisqu'à Ah, l'époque, tous les gens qui étaient dans le rap, on tournait à Châtelet de 14h jusqu'à 20h. On faisait le tour là on tournait, on se arrêt au McDo, arrêt au KFC, arrêt au Père Fouettard, et puis on faisait le tour comme ça, et puis tu montrais tes nouvelles chaussures, tu montrais ton style d'aujourd'hui, etc. Et de là, en fait, j'ai continué mes études. Ensuite, j'ai fait une formation, enfin, dans une école qui est à Châtelet, qui s'appelle Créapol. Donc, j'ai fait des études de graphisme et de publicité parce que j'avais envie de un jour pouvoir faire mes pochettes moi-même. mhm. Et donc, j'ai appris à utiliser Quark Express, Photoshop, Illustrator, etc. Tous les programmes qu'on utilise dans ces moments-là. J'ai appris à comprendre aussi les techniques de la pub, pourquoi on fait ça dans la pub, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Et donc, j'ai expliqué à mes parents, donc j'ai négocié avec mes parents euh, que je voulais pas être avocat Mhm. ou dans les affaires ou quoi que ce soit, mais je voulais faire du graphisme parce que, regardez, avocat, c'est une filière, c'est saturé. Donc, je leur ai ramené des articles, je leur ai expliqué pourquoi je voulais faire du graphisme et Mhm. pourquoi je voulais aller dans cette école-là. Donc, mes parents ont accepté. Et donc, de là, euh, je rencontre Jean-Michel Rotin. Dans cette Je sais pas. école? Non, non, je le rencontre parce Ah, que tu je faisais rencontres. un. En fait, je faisais des concerts toutes les semaines. Moi, j'ai commencé à Mhm. faire des concerts toutes les semaines en 92 Mhm. jusqu'en 96. Je n'ai jamais Mhm. arrêté de faire des concerts toutes les semaines, gratuitement, entre Mhm. la Belgique, la France, partout où on pouvait, chaque fois qu'il y avait des soirées. Donc, Mhm. moi, j'ai fait même des freestyles avec les Fujis, avec les Ah ouais. Wu-Tang, les Horace Brown, chaque fois Mhm. qu'il y avait des soirées au bain-douche, Mhm. comme DJ LBR savait, c'était le DJ des bains-douches avec David Guetta, il savait que je rappais, etc. Chaque fois qu'il y avait des artistes qui venaient et qui chantaient une chanson, qui faisaient un freestyle, et que donc tout le monde venait, il savait toujours qu'à un moment, j'allais venir et j'allais monter sur scène et que, bon, bah,
Et à chaque fois, les artistes américains disaient waouh, damn, nice. Et ma mère a fait un modèle unique. Et ensuite, ensuite ben, j'ai une amie en fait qui faisait des chœurs pour moi, qui m'a dit qu'il fallait que je rencontre son petit ami et qui voulait absolument me rencontrer, qu'il était super connu. J'ai dit il est super connu, ouais, comment il s'appelle? Et elle m'a dit voilà, il s'appelle Jean-Michel Rotin, il est super connu aux Antilles. J'ai dit je connais pas. Ah mais attends, il fait du zouk, c'est le roi du zouk, il a inventé le zouk R&B. Et j'ai dit du zouk. Et pourquoi il veut me rencontrer? Enfin, le zouk, c'est à la 5e dimension. Ouais. Nous, on est des rappeurs. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, non, il cherche un gars pour rapper dans sa chanson. Bon, rapper sur le zouk. Ok. Et donc, on a fait la. Donc, il est venu à un concert. On a chanté à Châtelet, d'ailleurs, dans une salle qui s'appelait la Luna 37, qui était. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cette sortie. Attends. C'est pas la sortie Châtelet, c'est la sortie où il y a le Gap. Ah bon. Mhm. Et, et donc, il vient au concert, on se rencontre, on parle. Il me propose d'aller au studio pour écouter sa musique et pour voir si je peux rapper dedans. Donc, Mhm. je lui dis ok, allons-y. Et bon, j'écoute les sons, très sympa. J'écris mes raps rapidement. En 1 heure, j'ai posé mes 2 raps et puis je pars aux États-Unis. Là, je suis déjà arrivé à 22 ans, donc je ne sais pas si tu voulais parler encore de ma jeunesse. Non, 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 mais non, non, c'est intéressant, vas-y, hein, là, mais du coup, juste comment, enfin, à quel moment tes parents ont compris, c'est venu après 22 ans, ont compris que Ouais, c'est c'est après. Non, vraiment, c'est après. c'était En après, fait, ok. moi, j'ai fait un pacte avec mes parents. Mhm. Euh, j'ai fait un pacte avec ma mère surtout. Mhm. Parce que ma mère, c'était une mélomane. C'est toujours une Mhm. mélomane. Euh, Ma mère m'a dit, tu peux aller en banlieue faire tous les concerts que tu veux. Mais moi, je veux des 17 et des 18 sur 20. Ouais, ça, c'est ce que nos Et je parents veux, disent et je veux, souvent. et je veux ma mention au bac. Je veux, Mhm. voilà. Euh, je veux pas que tu redoubles, etc., etc. Donc moi, je suis premier de la classe. À partir de la seconde, je suis premier de la classe jusqu'à la terminale à chaque fois. Mes moyennes, c'est toujours 14, 15, 16. J'ai 18 en anglais, 19 en espagnol, 14 en maths, histoire, géo, 18, machin. Nanana. Français, même le prof de français ne comprenait pas, puisqu'en fait, dans l'école où j'étais, on devait apprendre toutes les définitions de tous les mots par cœur. Et donc, quand après j'ai changé d'école, et le niveau, en fait, il était plus bas, mais en fait, ça m'a Mhm. rendu Encore plus, en fait super fort par rapport à tous les gosses, à tous les mecs qui étaient là, tous mhm. les mecs et les nanas qui étaient là. Et donc, ouais, j'avais vraiment des bonnes notes et je travaillais, voilà, je travaillais assidûment à l'école et je faisais ma musique après. Donc, Mhm. le week-end, quand on allait à Waterloo, euh, je crois que Ned est ici, non? Et Oui, tu vois, quand on allait à, je sais pas je sais pas si c'est Ned ma cousine ou pas, mais quand on allait à Waterloo et qu'on était voisins justement de mes cousines, c'est là que je faisais ma musique. Et donc j'avais laissé mes synthés là-bas. Donc quand on allait à Waterloo le week-end, c'est là que ah, je savais que c'était toi. Et donc j'étais avec sa sœur il y a 2 semaines à Kinshasa. Et donc quand on était à Waterloo et que, ben voilà, moi, toute la journée, bah, je faisais du son. J'avais avec mon synthé, je faisais des instrus, des instrus, des instrus, des instrus. Et je faisais des instrus, et puis en plus, entre 92 et 96, j'avais même des chansons qui étaient connues par les gens qui écoutaient du rap, comme Give Me the Max Like a Rock, Break a Neck. J'avais mes chansons déjà qui étaient connues, mais les Mhm. gens me disaient, ouais, c'est quand que tu sors ton single? Et moi, j'avais même pas l'idée, en fait, que j'allais un jour sortir un disque, puisque par respect pour mes parents, je faisais ça comme un hobby, comme ils Mhm. m'avaient autorisé, c'est-à-dire, va chanter, mais fais tes études. Donc, j'ai eu mon Mhm. bac à 17 ans. Moi, je croyais que c'était fini. À 17 ans, on me dit, bon,
on va t'inscrire en fac, on va te mettre en économie. Ah, bon, ok. Donc, je me retrouve maintenant à apprendre les théories de la masse monétaire, des choses comme ça, etc. Donc, bon, on continue, on continue. En même temps, bah, je découvre le milieu de la nuit, les bains-douches, etc. Mais je continue à aller à l'université. Ensuite, je passe à la phase où je rencontre Jean-Michel. Et Mhm. quand je rencontre Jean-Michel et j'enregistre la chanson avec lui, ensuite, je pars 3 mois aux États-Unis.